Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Manuela. Manuela, peux-tu te présenter ? Oui, bonjour. Alors, je suis ravie d'être sur ce podcast aujourd'hui. Alors, je me présente, donc je suis Manuela, je travaille dans la formation maintenant depuis 10 ans. J'étais longuement commerciale et directrice commerciale dans l'hôtellerie 4 étoiles. Et puis, j'ai fait une reconversion pour transmettre mon expérience, mes compétences, mon savoir-faire à des personnes qui souhaitent faire ce même type de carrière professionnelle dans le commercial et dans la relation client. Alors, j'ai un petit peu élargi, je me suis pas cantonnée uniquement sur le secteur de l'hôtellerie parce que il y a toutes sortes de secteurs qui peuvent être intéressants et concernés par mes expertises. Donc aujourd'hui, je propose des formations et j'anime des formations à des entreprises, à des personnes en reconversion, à des jeunes qui sont étudiants. Donc, bref, j'ai un public assez varié. D'accord. Voilà. Et du coup, tu veux nous parler de quoi alors aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, ce que je voulais parler, c'est d'une chose que j'ai remarqué. Il y a une thématique qui marche assez bien en ce moment et qui, je pense, va parler un petit peu à tout le monde, tout secteur d'activité confondu, même d'un point de vue perso ou pro. C'est la gestion du temps et des priorités. Alors, la gestion du temps et des priorités, c'est une thématique que j'anime depuis pas très longtemps, mais que j'ai trouvée plutôt intéressante et que je propose concrètement à des gens aussi bien dans leur expérience professionnelle que personnelle. L'intérêt en fait de cette formation de la gestion du temps et des priorités, c'est que ça permet en fait de poser tout ce qui va être à gérer sur une journée, une semaine, un mois, plutôt à court terme, mais ça peut être aussi un mois. Et l'idée en fait, c'est de décortiquer euh, toutes les toutes les choses à faire, toutes les tâches à effectuer en les divisant en différentes parties qui sont le temps pro, le temps professionnel, le temps personnel, le temps pour soi et le temps perdu. Parce qu'en fait, on se rend compte que finalement, il y a souvent du temps perdu, du temps qui sert à rien. Et on peut appeler ça aussi de la procrastination, enfin bref. Et en divisant une journée ou une semaine en toutes ces parties, en ces 5 parties, on se rend compte en fait qu'on pourrait optimiser vraiment son temps, ses tâches, et puis peut-être se débarrasser un petit peu, c'est pas péjoratif quand je dis se débarrasser, mais on peut vite faire les choses qui vont être peut-être les moins passionnantes de la journée pour libérer du temps, soit du temps qui nous intéresse à faire quelque chose qu'on aime, soit du temps pour soi, et limiter ce temps perdu qui finalement est assez prend une grande place si on fait ce petit classement. Alors comment on va le faire ? C'est par exemple, on va prendre une journée. Voilà, on va prendre une journée. Alors je fais l'exercice avec mes participants. Je leur dis voilà, vous prenez une journée type au travail ou dans la vie, le week-end, la semaine, comme vous voulez. Et puis on va lister tout ce que vous faites sur une journée. Sur cette journée-là, sur cette liste, on va ensuite donc les diviser en temps professionnel, temps personnel, temps pour soi et temps perdu. Et puis souvent, il y a des constats qui sont assez bluffants. Le premier, c'est que parfois, le temps pour soi, il n'existe pas ou il est quasi nul. Parfois, le temps pro et le temps perso sont pas forcément bien
équilibré. Donc, ça peut justement traduire, expliquer certaines frustrations, certains stress, certaines fatigues, etc. Et puis, du temps perdu, on se rend vite compte que ça peut être quand même assez conséquent dans tout dans ce planning, si je puis dire, des différentes tâches d'une journée. Donc l'idée dans cet exercice, c'est de mieux répartir chacune de ces tâches. Et dire, tiens, alors je vais peut-être profiter de mon temps en voiture pour aller à mes rendez-vous, pour écouter des podcasts, tiens, Ça, par c'est une exemple. super idée, ça. Hein, ça peut être pas mal pour Oui. améliorer mon temps de trajet, au lieu que ce soit un temps perdu finalement, ou bien je vais profiter de mon temps de déjeuner pour faire une activité que j'aime, je sais pas, regarder un épisode d'une série, pourquoi pas, aller marcher, aller faire du sport, méditer, dormir, j'en sais rien. Faire, bref, quelque chose qui nous fait plaisir à soi. Et puis, équilibrer mieux le temps personnel avec le temps professionnel pour éviter de tomber dans les tragiques burn-out ou bien frustration ou culpabilité en disant mince, je passe pas assez de temps avec ma famille ou mince, j'ai passé trop de temps avec ma famille et j'ai pris du retard dans mon travail, parce que ça peut aussi être dans ce sens-là, etc., etc. Et dans ce cas, il y a, une fois qu'on a sélectionné toutes ces thématiques de temps, ces différents types de temps, je propose de mettre en place ce qu'on appelle la matrice d'Eisenhower. Alors, c'est un nom rigolo, Eisenhower. Ouais. Bref, la matrice d'Eisenhower, qu'est-ce que c'est? Mais en fait, c'est juste une matrice qui va aider à prioriser chacune de ces tâches qui vont avoir été listées, de manière à se dire tiens, ok, alors d'habitude je commence à faire les choses que j'aime en début de journée pour commencer tranquillement. Peut-être que si je me débarrasse de l'administratif par exemple, ça me permettra d'avoir plus de temps pour moi sur l'après-midi ou autre chose, etc. Et par rapport à cette matrice d'Eisenhower, ensuite, on fait un petit jeu. Alors, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du petit jeu qui s'appelle Crash on the Moon. Alors celui-là, non, je le connais pas. La matrice Non. d'Eisenhower, oui. Oui, elle est assez connue, la matrice d'Eisenhower. Mais Oui. le Crash on the Moon, en fait, c'est un petit jeu où, alors on a une mise en situation et tout, hein, où en fait, on se dit, voilà, on est dans une navette, on est dans l'espace, on est censé faire un voyage dans l'espace, on a une mission précise, et puis malheureusement, on percute une météorite, et donc on va devoir faire comment on dit, Lissage. un alunissage, c'est ça. Je pense Un que c'est ça, ouais. alunissage d'urgence pour pas mourir. Et on doit décider qu'est-ce qu'on va prendre, qu'est-ce qu'on va prendre comme matériel. Alors on a toute une liste de matériel, de choses, d'objets, etc. Et on va devoir les sélectionner par priorité. On a droit à 5 objets et donc là, l'exercice, enfin le petit exercice est plutôt rigolo parce que on se rend compte que ben voilà, moi je vais peut-être vouloir prendre en premier une lampe torche, l'autre va peut-être vouloir prendre de l'oxygène pour respirer. Bref, on va avoir des réflexes parfois assez rigolos sur les priorisations à faire en cas de crash. Puis après, bon, il y a le petit jeu, quoi, le fait d'être dans un contexte où on est dans l'espace, sur la Lune, etc., qui donne un petit côté ludique à cet exercice. Voilà. Là, on doit mettre en avant, enfin, ce qui doit apparaître, c'est le fait que personne, en vérité, n'a les mêmes priorités. Donc, comment, à la suite de ton intervention, les gens peuvent adapter ce qu'ils viennent d'apprendre à leur
problématique de priorité? Comment ils font ça? Mais justement, c'est tout l'exercice. Ils vont devoir, par rapport à leur ressenti de priorité, ils vont pouvoir le réadapter et justement réfléchir à comment le manipuler différemment, le programmer différemment au travers de cet exercice d'urgence. Et ils se rendent compte qu'en fait, leur première matrice d'Eisenhower qu'ils auront remplie en début de journée sera différente en fin de journée. Ah d'accord, donc quand même au départ tu leur fais bien remplir la matrice urgent, important, Ouais. de manière à bien qui catégorise un peu ce qui pour eux leur semble urgent et important. Exactement. D'accord. Exactement. Et ça permet du coup d'avoir une analyse, une sorte de prise de recul sur qu'est-ce que j'ai habituellement, qu'est-ce que je priorise habituellement, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important habituellement pour moi. Et aujourd'hui, après toute cette analyse, ce petit jeu de Crash on the Moon, etc., comment aujourd'hui je vais finalement décider ce qui est urgent et important. Et important, pardon. Et très souvent, le premier, la première matrice est très différente de la deuxième. Enfin, ou du moins assez différente. En tout cas, ça démontre que la réflexion amène une modification du comportement, là, carrément, quoi. Exactement. Ça amène à réfléchir, ça amène à cette expression un peu de sortir de sa zone de confort, comme on aime bien dire, de se dire, tiens, bah, aujourd'hui, je vais essayer de réfléchir différemment et finalement, qu'est-ce que ça va m'apporter? Donc, une fois qu'on a cette deuxième, donc, une fois qu'on a fini cet exercice, ce qui est intéressant, c'est ensuite, bien sûr, de l'appliquer dans la vraie vie. Donc, la formation se termine, chacun rentre chez soi. Et l'idée, en fait, c'est d'analyser sur une semaine ou deux comment, ou parfois ça peut même être plus long. J'ai eu des personnes que j'ai revues un mois après, où en fait, on se revoit et là, on va analyser l'impact. Est-ce que vous avez continué à appliquer ces différentes théories et ces différentes priorisations? Est-ce que vous avez senti une différence en termes de gain de temps, de rééquilibrage des temps professionnels, personnels, temps pour soi et temps perdu? Est-ce que votre niveau de stress et d'inconfort par rapport au temps qui est parfois trop court, est-ce que ce stress-là a diminué, etc. Et ça permet de faire vraiment un suivi et de prouver et de réconforter ces personnes sur le fait que la priorisation du temps et la gestion du temps pris sous un autre angle peut être hyper efficace. Tout à l'heure, tu disais que tu faisais un premier diagnostic urgent important au début de ton intervention. Tu en faisais un autre après. Est-ce qu'ils s'approprient l'outil pour se dire, bon, ben là, ça y est, j'ai mis des trucs il y a 15 jours en place, survenu là, ça m'a bouleversé un peu. Est-ce qu'à ce moment, ils vont remobiliser l'outil? Est-ce qu'ils te le disent, ça? Tu veux dire après la formation? Oui, Pendant oui, tu vois, 15 jours après, ça bouge, je me dis, tiens, mais ouais, il faut que je refasse un urgent important, quoi. Ils le Ils le font, ça? refont. Tu l'entends Tout à dire ou fait. pas? Tout à fait, c'est une bonne question. En fait, quand on se revoit 15 jours ou un mois après, souvent, ils me montrent leur nouvelle liste de urgents importants. Si c'est bien la réponse à ta question. On parlait tout à l'heure, alors moi il y a des années j'ai fait une gestion du temps, ce que j'en avais retenu c'est qu'au départ, tu vois, moi je croyais que c'était un peu dans la liste Prévert que tu nous as fait au début, le temps pour les loisirs, le temps pour la famille, le temps pour le travail, le temps pour soi. Mais en vérité, quand j'étais revenu de cette formation, on m'avait dit, vous vous trompez, il n'y a qu'un seul temps, c'est à vous de le gérer. Est-ce que c'est plus facile à gérer si je me dis, voilà, je vais faire une compilation de tous ces temps et les gérer en bloc, ou bien est-ce que je fais une compilation urgent important travail, urgent important famille, urgent important temps pour moi? C'est quoi la meilleure solution d'après toi? Alors, je pense qu'il faudrait le faire par thématique, par type de temps, puis ensuite le mettre en bloc. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'il faut tout ramener en vérité dans une seule unité, voilà.
Voilà, il faudrait peut-être faire l'exercice sur mon temps professionnel, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important? Faire la liste. Ensuite, sur mon temps personnel, etc. Pareil pour le temps pour soi, etc. Et ensuite, remettre tout en bloc pour pouvoir mieux répartir. C'est clairement l'exercice qu'on fait de manière plus précise. Est-ce qu'on peut appliquer une matrice urgent important dans le cadre où moi, par exemple, je suis chef d'entreprise et je me dis, voilà, j'ai besoin d'optimiser le temps cumulé de mes collaborateurs et du coup, je voudrais mettre des choses en place et, entre guillemets, leur imposer. Est-ce que c'est des choses que l'on impose? Est-ce que c'est des choses qui se négocient? Ou est-ce que c'est des choses qui sont impossibles à déployer pour les autres? Alors, je pense pas qu'on puisse l'imposer, puis ce serait peut-être pas forcément bienveillant ou bienvenu. En revanche, ce que je préconiserais dans ces cas-là, c'est de former cette équipe, ces différents collaborateurs, à la gestion du temps et des priorités, en leur démontrant ce que je viens d'expliquer là il y a 2 minutes, et ensuite justement leur faire l'exercice pour qu'ils comprennent l'utilité de ces outils, que ce soit la matrice d'Eisenhower, entre autres, ou bien les différentes classements de priorités par thématique de tâches à effectuer. Mais je pense qu'en leur faisant faire l'exercice, au travers d'une formation, que ce soit une matinée, une journée, ou de manière plus ou moins ludique, ça leur prouve l'utilité de se pencher sur le sujet. D'accord. Imposer, je trouve que ça peut avoir comme réaction de la résistance juste parce que on veut pas faire autrement que ce qu'on fait habituellement. Aujourd'hui, on est confronté dans les entreprises au fait que les entreprises, dans leur grande majorité, voudraient supprimer le télétravail, par exemple, Mhm. voudraient annihiler complètement la dimension du télétravail. Or, aujourd'hui, 54% des cadres disent clairement que s'il n'y a pas de proposition de télétravail dans la proposition de poste, ils ne le prennent pas. Du coup, dans cette gestion du temps, qu'est-ce qui, d'après toi, en termes de gestion du temps, favoriserait à la fois l'entreprise et le salarié? Le salarié, je me dis par exemple que d'éviter de faire tous les jours 1 heure de transport en commun, par exemple, ça pourrait être pour moi une bonne motivation. Mais est-ce que tu vois d'autres choses et est-ce que vous évoquez ce sujet des fois? Alors oui, il y a d'autres choses. Oui, on en parle assez fréquemment parce que la notion de télétravail est complètement dans le sujet de la gestion du temps aussi. Clairement, ce qu'on va ici pouvoir mettre en avant par rapport aux avantages, ça va être bien sûr le temps de transport qui va être gagné, mais aussi le niveau de stress par rapport à ce temps de transport, parce que ça peut aussi être un déclencheur de stress. Et quand il y a un déclenchement de stress, ben, on perd un peu de temps parce que il faut se reconcentrer, reprendre ses habitudes. Dans cette partie-là, je dirais il y a quoi d'autre, surtout le fait de concentrer l'essentiel du travail en moins de temps qu'en travaillant dans l'entreprise. Euh, Comment dire, je m'exprime pas forcément bien là. L'idée en fait, c'est que on s'est rendu compte, notamment avec le télétravail un peu forcé qu'on a eu pendant les périodes de Covid, on s'est rendu compte que quelqu'un qui est en télétravail est beaucoup plus efficace en temps de travail que lorsqu'il est en entreprise. Pourquoi? Parce que bah, déjà il y a le temps de trajet en moins, mais il y a aussi alors c'est très sympa le petit bavardage avec le collègue. Oui, tu as fait quoi hier soir, etc. Mais c'est vrai que ça prend aussi sur le temps qui n'existera pas en télétravail. Il y a le temps à passer dans des réunions, etc., à se déplacer, euh, faire différentes tâches pour quelqu'un, etc. Tout ça, ça va aussi entrer en considération.
J'aime bien quand tu parles des réunions, hein, parce que la quantité de réunions inutiles Ouais, et dont le temps n'est pas contrôlé, ouais. c'est impressionnant, quelles que soient les structures. Alors qu'aujourd'hui, il y a des boîtes qui ont carrément arrêté les réunions, Oui, et puis après, il y a des boîtes qui disent une réunion, c'est 30 minutes, hein, 5 minutes pour ça, 20 minutes pour ça, 5 minutes pour ça. Et aujourd'hui, moi, si les réunions sont pas calibrées, si j'ai pas le sujet, si je sais pas de quoi comment ça va se passer, bah très franchement, j'y vais pas. Parce que c'est une vraie perte de temps. Et aujourd'hui, les cadres dans les structures et dans les groupes, on voit bien qu'ils sont complètement phagocytés par ça. Ils passent leur vie à faire de la réunionnite, quoi. c'est ça. Mais je Et pense qu'on ça, a c'est le mode vraiment de... Excuse-moi. ça, ouais, ça vraiment moi le télétravail, cet hiver, j'ai vu une autre chose dans le télétravail qui était formidable. Moi, je fais un travail d'ingénierie. J'ai besoin de réfléchir au calme. Alors moi, je les adore, mes collègues, hein, ils sont tous merveilleux, fantastiques. J'adore discuter de ce que j'ai fait le week-end, mais pas tous les quarts d'heure, quoi. Et à un moment donné, moi, j'en étais rendu écoute, à subir cette pression permanente de l'échange, pas forcément sollicité, pas forcément intéressant professionnellement. Et du coup, je me retrouvais à faire le boulot le soir à la maison, ce qui fait que moi, le jour où j'ai dit à mon chef, écoute, moi demain, je viendrai pas parce qu'il faut que je bosse, ça lui a fait bizarre, quoi. Tu vois? Exactement. Mais c'est totalement juste, hein. C'est totalement juste et je pense qu'on a tous déjà vécu ce genre de choses où, en fait, on est vampirisé par, les collègues qui sont adorables, évidemment, et qu'on aime bien, bon, d'autres qu'on aime moins Hein. peut-être aussi et le fait de pouvoir se mettre dans sa bulle, chez soi, au calme, sans avoir, quelqu'un qui va venir ou un téléphone qui va sonner toutes les 3 minutes pour savoir où sont, les trombones et si tu veux prendre un café. Je pense que ça permet de gagner beaucoup de temps et d'être plus, c'est ce que j'appelle aussi, quand je disais d'être plus efficace, c'était aussi à ça que je pensais. J'avais Hein. vu d'expérience lorsque j'étais commerciale, donc avant de faire de la formation, j'avais une partie de mon travail qui était en télétravail et c'était la partie prospection et la prise de rendez-vous et c'était assez avant-gardiste parce que je parle de ça en début des années 2000. Les dirigeants de l'entreprise où j'étais avaient compris qu'en fait on était beaucoup plus efficace en prospection et en prise de rendez-vous quand on était chez nous que quand on était au bureau parce que on ne faisait que ça et on se débarrassait de cette tâche qu'on n'aimait pas trop. Et c'était très efficace et on était vraiment très très bon, vraiment. Aujourd'hui, quand on discute avec des chefs d'entreprise, ils ont des vrais problèmes à faire confiance à leurs collaborateurs sur leur assiduité au travail. Et moi, l'autre jour, j'accompagne des entrepreneurs, j'accompagne des chefs d'entreprise, et je Mm. leur disais qu'en vérité, c'est qu'ils n'ont aucune notion du temps nécessaire en fonction de la compétence qu'on détient pour réaliser une tâche. Et ça vient de plein d'éléments, hein, et du coup, si on a une fausse représentation au départ du temps qu'il faut, alors soit le gars il est très malin, il fait ça très vite et puis du coup il faut plus rien pendant 2 heures, ou alors eh ben, écoute, malheureusement la tâche est mal évaluée et c'est très démoralisant parce qu'on lui dit qu'il y a 2 heures pour faire un truc qui en prend 5. Et là, je crois que sur cette gestion de priorité, gestion des tâches, il y aura un gros travail à faire sur le temps réel dédié à la tâche pour qu'elle soit efficace. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est plus du tout présent parce que moi, je me suis entendu dire ah ouais non mais vous savez nous quand ils sont chez eux, on les paye pas à faire du jardinage. Alors que moi, je vivais la situation des gens, je t'assure qu'ils avaient surtout pas de temps pour faire du jardinage. C'était incroyable le travail qu'ils produisaient et qui n'était pas fait. Donc je pense que là, il y aurait peut-être une piste pour aller entre guillemets, d'abord, quelque chose qui est un peu différent, c'est de rétablir ce que sont les fiches de poste, c'est qu'est-ce que je fais dans l'entreprise, je suis payé pour quoi faire, et puis qu'il y ait quelque chose un peu d'étalonné, où on dit, voilà, on va travailler sur ce projet, préparer ça, il faut, par exemple, 2 jours, on va dire 14 heures, enfin sur une durée de 14 heures, parce que 2 jours, c'est pas 14 heures de travail, donc, etc., etc. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui mériterait d'être amélioré, toute structure confondue. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Absolument, je suis tout à fait d'accord. Ça permettrait de peut-être déjà de donner plus confiance aux dirigeants sur cette notion de télétravail. Oui. Pour ceux qui pensent que
Quand on fait du télétravail, on fait pas grand-chose. Et puis aussi de recadrer chaque tâche qui va être effectuée pendant ces journées en télétravail. Il faut aussi penser à un truc. Souvent, enfin, je pense, souvent il y a beaucoup de dirigeants qui n'ont pas confiance en disant oui, au lieu de faire son travail, il va aller, comme tu disais, jardiner ou il va s'occuper de faire ses courses ou de regarder la télé, etc. Mais il y a aussi souvent, et on n'en parle pas tant que ça, un effet contraire. C'est-à-dire que les salariés, que ce soit cadres ou autres, qui se retrouvent en télétravail, travaillent plus que quand ils ne sont pas en télétravail. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur l'efficacité, puisqu'en fait, on n'est pas vampirisé par d'autres ou dérangé par d'autres éléments, d'autres facteurs externes, que ce soit des personnes ou des choses ou des ambiances. Et en plus, comment dire, il n'y a pas le dérangement des autres. Et puis, il y a le fait que, étant donné qu'il n'y a pas le temps de transport, le temps de la pause déj, le temps de toutes sortes de choses, ça permet de faire rentrer plus de travail, plus de tâches à effectuer dans une journée. Alors, il faut aussi faire attention à ne pas entrer dans cet extrême et à se dire, voilà, je suis en télétravail, donc j'ai plus de temps, je suis plus efficace, donc je vais en faire 2 fois plus. C'est pas non plus l'objectif. Mais l'objectif va permettre de rééquilibrer ces 5 types de temps dont je parlais tout à l'heure, pro, perso, temps pour soi ou temps perdu, mieux comprendre comment c'est redistribué dans la journée et pouvoir en retirer un équilibre pour soi, aussi bien professionnel que personnel au final. Dans l'efficacité, dans la gestion du temps, est-ce qu'il y a des outils qui peuvent nous aider à rythmer nos tâches et à nous faire avancer? Est-ce que tu as connaissance? Est-ce que tu en préconises? Est-ce que tu en utilises? Est-ce que tu as ça dans ta trousse à outils? Dans ma trousse à outils, oui, enfin c'est un outil qui est pas hyper novateur. C'est la fameuse liste de tâches, mais qui va être répartie, comme je disais tout à l'heure, en urgent et important, et qui va avoir éventuellement des priorités. Alors il y a plusieurs maintenant planeurs de ce type-là sous forme de logiciels ou d'applications qui existent Ouais. et qui peuvent être très utiles, où en fait tu listes toutes les choses que tu dois effectuer sur ta journée ou sur ta semaine, et puis tu mets tu mets des coefficients de priorité, et ça permet, le petit logiciel va redispatcher ça de façon à mieux mieux répartir chacune de ces tâches et les hiérarchiser de manière plus cohérente. Donc voilà, donc c'est surtout, moi j'aime bien ce type d'outil-là. Il y a des applications, des outils qui existent, des planeurs divers qui existent et qui sont très faciles d'utilisation et qui sont vraiment efficaces. Ouais, nous, on utilise plusieurs choses dans la gestion du temps. On utilise notamment des outils qui comptabilisent le temps qu'on passe sur des tâches et des projets. Alors ça, c'est très C'est intéressant génial. parce que au départ, on ne sait pas trop, tu sais, combien de temps ça va nous prendre. C'est une estimation. Bon, après, Mhm. on s'aguerrit plus ou moins et puis on est plus ou moins juste. Mais on va, nous, utiliser des outils où chaque fois qu'on commence une tâche, enfin, on a découpé nos tâches et quand on commence une tâche, on envoie, entre guillemets, on déclenche un minuteur qui comptabilise les heures qu'on fait. Ça nous permet comme ça de calculer, notre efficience. Je parle pas d'efficacité, je parle d'efficience. Oui, tout à fait. Et ça nous permet surtout de réajuster, tu vois, si, ah oui, c'est bien, là, tu vois, j'avais prévu 10 heures, ça fait 2 fois que j'y passe 15, faut que je revoie ma copie, tu vois. Ou alors, Mhm. bah oui, c'est le contraire, tu vois, parce que bon, c'est difficile de tomber juste au départ. Autre chose que l'on va utiliser, nous, comme stratégie, c'est de réunir toutes les tâches qui sont identiques et de les faire toutes en même temps.
Je vais te donner un exemple. On parlait tout à l'heure en off un peu de production vidéo. Il Oui. faut savoir que nous, par exemple, quand on va monter, quand on va faire des tournages, on fait tous les tournages le même jour. Alors au début, c'était contraint et forcé parce que fallait louer une salle, fallait louer du matériel, on avait un impératif financier, donc il fallait, on pouvait pas louer un studio tous les jours, c'était pas possible. Donc on avait ça, et puis on s'est rendu compte, tout compte fait, que plutôt que d'en tourner une lundi, une mardi, une mercredi ou une jeudi, où à chaque fois il faut tout remettre en ordre, tout ressortir, tout repenser, ce système qu'on appelle chez nous du batching, on fait des paquets en gros, et puis on ramasse tout en même temps. Et ça c'est quand même quelque chose qui pour nous est super efficace. On arrive à tourner des quantités de vidéos astronomiques dans une journée, quoi. Je parle de vidéos qui vont durer 1 minute 30, 2 minutes, des petites capsules vidéo, tu vois, pour la formation. Oui. Et ça, c'est quand même assez intéressant de regrouper les tâches qui sont les mêmes. Moi, j'adore l'idée que tu as donnée au début de dire ah non, mais moi, je commence par ce qui m'ennuie le plus, quoi. C'est direct. Tout à fait. C'est qu'est-ce que je déteste? Ah ben ça, je déteste. Je vais commencer par ça, je serai débarrassé. C'est vraiment ça le truc. Sinon, toute la journée, cette tâche, me concernant, c'est souvent des tâches administratives. Exactement. Toute la journée, tu sais, je la pousse. Voilà, ça, c'est chiant. Donc, Voilà. je crois que prioriser et mettre en place ce qu'on n'aime pas, et puis se dire bon ça, de toute façon, on y va. Après, j'ai une autre méthode aussi qui est de faire des tâches. Par exemple, je commence toutes mes journées. Alors moi, je travaille beaucoup en relation client à distance. Je commence toutes mes journées par une visio avec un client, obligatoirement, parce que comme ça, je me demande pas par quoi je vais commencer. Et tu sais, tu as cette espèce d'entrain t'es là, tu regardes, c'est cette espèce de syndrome de l'écran blanc ou de la page blanche. Et là, moi, je l'ai jamais parce que j'ai toujours un rendez-vous client en tout début de matinée. Et puis, après, on se pose plus de questions parce que le cerveau est lancé, nous on est lancé. Tu vois, ça aussi, c'est aussi une petite, comment dire. C'est une très bonne idée. Voilà, il y a ça aussi. C'est une très bonne idée, je vais essayer de l'appliquer, tiens, c'est une très bonne idée. Moi, j'ai vraiment, j'aime bien le fait je reviens sur mon histoire des tâches qu'on n'aime pas. En effet, pour ma part, ce sont aussi des tâches administratives, je déteste ça. Toutes les paperasses, la compta, la partie chiffres, les factures, etc. Ça, c'est toute la partie que je n'aime pas trop. Et en général, j'ai l'impression qu'on est assez nombreux à pas aimer ça. C'est ça. L'idée, en fait, c'est de se dire, voilà, surtout si je suis en télétravail, mais télétravail ou pas, l'idée, c'est, voilà, j'ai telle tâche que j'aime pas à faire, je me fais un bon café, je fais ça en buvant mon café le matin, voilà, et après, je me dis, comme ça, après, je suis débarrassée, je peux faire ce que je veux. Et je peux faire ce que j'aime. Et ça libère. Ouais, t'es pas phagocyté en vérité. T'as pas le truc chiant qui est toujours là. Faut se débarrasser l'esprit, quoi, de ce parasite. Oui, parce qu'on est quand même humain et on a souvent. Après, il y a des gens qui sont très très bien organisés et qui sont très disciplinés. Moi, je le suis pas forcément. Et c'est vrai que ce que je leur explique à mes participants quand je suis sur ces formations de gestion du temps et des priorités, je leur dis au lieu d'être là en train de pousser au plus loin ce qu'on n'aime pas. Le matin, oh non, je vais pas faire ma compta maintenant, je vais pas faire mes factures maintenant, je les ferai ce soir. D'abord, je fais ce que j'aime. Et on va passer du temps sur ce qu'on aime, puisqu'on aime par définition. Voilà. Donc, et quand on aime, on ne compte pas. Exactement. Et quand on aime, on compte pas et on compte pas le temps qu'on passe dessus. Puis soudain, on a d'autres idées, etc., etc. Et puis on se ment un peu à soi-même en disant oui, bof. Allez, la compta, je la ferai demain, puis je la ferai demain, puis je la ferai demain. Sauf que si on la priorise en début de journée, c'est débarrassé. Et du coup, notre sac à dos là, de choses à faire, il est beaucoup plus léger. Ouais, c'est ça. Ça libère ce qu'on appelle la charge mentale. Exactement, la charge mentale, oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment ça. Il y a aussi autre chose, tiens, que je peux partager, moi, sur les outils. Moi, j'utilise un outil, depuis que je suis étudiant, qui s'appelle le Pomodoro. Oui. Alors, le Pomodoro, c'est un petit outil tout simple, c'est un petit minuteur. Vous en trouvez en ligne, hein, vous tapez dans Google Pomodoro. Oui. Vous allez voir une petite tomate à l'écran. Cette petite tomate, c'est un petit minuteur qu'on va régler en fonction. Alors, on dit qu'il faut. Voilà, la règle du Pomodoro, c'est 15 minutes de travail, 5 minutes de pause, et toutes les heures, un quart d'heure de pause. Alors,
Ça s'adapte pour chacun. Moi, j'ai des cycles de travail selon ce que je fais qui peuvent aller de 20 à 30 minutes. Alors, c'est quoi un cycle de travail? C'est le temps pendant lequel tu es efficace. Parce que rester 3 heures devant un truc sans avancer, ça sert à rien, mieux faire autre chose. J'appliquais ça avec mes enfants, par exemple. Moi, quand ils faisaient les devoirs, tu sais, le coup, ça rentre pas. Ah oui, mais elle y a passé 2 heures. Enfin, 2 heures quand ça rentre pas, c'est 2 heures perdues. Hein. Vaut mieux Tout qu'elle à aille fait. jouer sur la play, jouer avec ses poupées, discuter avec sa copine et sa voisine. Enfin bref. Donc, tu vois, dans cette dimension, le Pomodoro est très intéressant parce qu'il va nous apprendre. Au départ, on l'utilise vraiment le minuteur. Tu sais, quand ça fait bip, t'arrêtes 5 minutes. Et arrêter, c'est se lever, respirer, marcher, aller boire un café, revenir, aller aux toilettes. Voilà, c'est arrêter. C'est pas rester devant son écran à faire. Et puis après, toutes les heures, on fait une pause d'un quart d'heure. Mais une pause d'un quart d'heure, je vois par exemple hier, ma pause d'un quart d'heure, c'était d'aller donner des graines dans les petits mangeoires que j'ai tout le tour de la maison, quoi. Pendant un quart d'heure, je suis sorti dehors, j'ai filé à manger aux oiseaux, j'étais super content, voilà. En réalité, c'est une vraie rupture cognitive. Et il faut savoir que le cerveau, il n'est pas fait pour bosser H24, c'est pas un ordi. Hein. Donc, et on sait très bien que l'attention, en fonction de l'intérêt qu'on porte à la tâche, au bout d'un quart d'heure, c'est déjà compliqué. Hein, donc ça, c'est vraiment des choses dans cette gestion du temps, des outils qui peuvent vraiment aider nos auditeurs là à se caler et à devenir encore plus efficient. Hein. Je préfère l'efficience à l'efficacité, moi, parce que très souvent, l'efficacité est liée à un surcroît de travail. Et moi, je crois qu'on est efficace quand on arrive à passer moins de temps pour faire plus de choses. C'est ce que Tout à j'appellerais fait. l'efficience. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vrai que souvent on parle d'efficacité alors que c'est de l'efficience dont on parle. Et je Oui. rebondis juste sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au temps de concentration. Alors, j'utilise absolument pas le Pomodoro. Je pense que ça peut être une idée. Faudrait que j'essaye. Je vais essayer d'ailleurs. Mais je voulais rebondir sur le fait qu'en effet, la concentration, au bout de 15-20 minutes, en général, elle commence un petit peu à baisser. Et justement, c'est ce que j'essaye de faire auprès des participants que j'ai dans mes formations. C'est-à-dire que toutes les 20, maximum 25-30 minutes, je change l'activité. C'est-à-dire que pendant un temps, je vais leur expliquer quelque chose, ça va être peut-être un petit peu formel selon la thématique du jour. Et puis ensuite, hop, on repasse en application. Ensuite, ça va être un partage d'expérience. Ensuite, un petit peu de discussion, une petite pause, et hop, on repart sur quelque chose de plus formel, puis de mise en application, etc. Et c'est vrai que ça permet de garder plus d'attention. Ça permet de capter l'attention, d'impliquer et de pas avoir quelqu'un qui va commencer à taper sur son téléphone pour faire autre chose ou qui va commencer à bâiller ou à dormir ou à tourner en rond ou à sortir de la salle. Alors ça c'est le drame. Ah ben ils sont partis. Oups. Tu parles du téléphone aussi. Moi, je rajouterais avec la notion de temps tout ce qui est distracteur. Oui. C'est-à-dire que le cerveau est monotâche. Hein, ça, ceux qui ont des doutes encore là-dessus iront lire les écrits d'un gars qui s'appelle Den. Et donc, il nous explique que le cerveau, il fait un truc, et puis tout d'un coup, il est sollicité, il break, il relance. En vérité, il relance une mécanique, et puis il revient à la précédente. Ce qui fait que nous, comme ça va très très vite, on n'est pas trop... On se dit pas, tiens, ça s'est arrêté, ça s'est débranché, ça a ouvert autre chose. En vérité, notre cerveau fonctionne comme ça. Et à chaque fois, ça lui demande beaucoup d'énergie pour se replonger dans le système. Ce qui fait que quand on a des distracteurs, des notifications sur les téléphones, l'écran du téléphone, tu sais, t'as un email, tu as reçu un email, tac, tu reçois un truc, hop, automatiquement, tu vas regarder. Alors, je te parle pas des notifications sonores, etc. Ça, par exemple, il faut savoir que si vous arrivez à supprimer ces distracteurs, en très peu de temps, vous allez devenir très efficace. Parce que votre cerveau, en vérité, il va se reposer. Vous allez lui offrir un petit peu de sérénité. Donc, faut pas hésiter à faire ça, hein, et à éviter justement toutes ces dimensions de distracteurs. Alors, le téléphone en est un exemple, mais les notifications sur l'ordi, les choses comme ça, c'est la même chose, quoi. Ah oui, non, puis c'est complètement polluant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu reçois des notifications, tu vas repartir sur autre chose pour revenir ensuite sur le sujet de base.
pour repartir ensuite sur autre chose. C'est ça. Et en fait, c'est un temps perdu gigantesque. Et c'est très fatigant, hein. Il faut savoir qu'en termes d'énergie, le corps il consomme de l'énergie. En termes d'énergie, on consomme énormément d'énergie à faire ça, et du coup, on est inefficace en ayant donné de l'énergie. C'est moche. Hein. Autant donner de l'énergie à avoir ça. Quand on va prioriser ces tâches, est-ce qu'il y a comment dire? Est-ce qu'il y a une astuce pour que ça devienne, tu sais, quelque chose d'automatique, un tips, tu sais, bah écoute, le matin tu commences, tu fais directement ça, ou à tel moment tu fais ça, tu as des petits trucs comme ça? Oui, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Ben là, déjà, le matin, quand tu commences, quel que soit ton métier, l'idée, c'est tu commences déjà, tu te poses avec un café ou un thé ou un truc que t'aimes bien. Et déjà, regarder, consulter la liste de ce que tu as à faire, que tu auras fait la veille. Alors ça, c'est un point important. C'est important de faire sa liste de tâches du lendemain la veille. Pourquoi ? Parce que tu es dans le sujet. Le matin, les idées vont se mélanger. Il y aura justement des thématiques qui vont peut-être être oubliées, d'autres qui vont être mises en avant alors qu'elles sont pas si urgentes que ça. Donc le soir, avant d'arrêter de travailler, faire une liste de tout ce qu'il y a à faire sur le lendemain. Et puis donc le matin, donc en priorisant, comme je disais tout à l'heure, urgent, important, canalisant bien tout ça. Et puis le lendemain, donc le matin, on arrive, un petit café, on regarde la liste. Ok, alors j'ai ça à faire, et on commence par ces différentes choses qui ont été listées. Sachant que, comme je le disais tout à l'heure, je préconise de faire les choses les plus casse-pieds au début, comme ça on s'en débarrasse. Et puis, se donner aussi des petits temps de récréation. Moi, j'appelle ça les petits temps de récréation. C'est-à-dire que tu as une grosse journée, tu as beaucoup de choses à faire, plus ou moins passionnantes, mais nécessaires. Et de temps en temps, tu vas te donner un petit moment de récréation, comme ça, 10 minutes. Alors, ça va être quoi ? Ça va être, je sais pas, téléphoner à une copine ou un copain, aller aller manger une glace, bouquiner, écrire, aller donner à manger aux oiseaux, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Bref, une petite récréation comme ça que tu t'accordes, qui va te faire du bien. Et puis, hop, tu reviens. J'ai une copine qui fait un truc bizarre. Vas-y. J'ai une copine qui fait un truc bizarre, par exemple, dans ses petits temps de récréation, elle fait des squats. Bon, elle est un peu... C'est un sergent. Ouais, c'est ça. Non, elle est obsédée par sa silhouette, sa silhouette, quoi, bref. Et c'est vrai que dès qu'elle a un petit temps, sa petite récréation, c'est de faire des squats. Bon, après, chacun son truc. C'était pour la petite anecdote. On parle de gestion de temps et puis de priorisation et d'efficacité, parce que l'efficacité, c'est ce qu'on va rechercher. Tout à l'heure, j'évoquais avec toi en off le fait que nous, par exemple, on fait nos réunions d'équipe. Alors la réunion d'équipe, c'est un point qu'on fait tous les jours. Alors c'est un point qu'on faisait souvent le matin. Et puis on faisait la réunion d'équipe, un grand classique, hein, la réunion d'équipe, 8h30, 9h, réunion d'équipe, et en avant. Et on a changé ça, et on a décidé que les réunions d'équipe auraient lieu au moment où on est le plus avachi de la journée, c'est-à-dire juste après le repas, mais pour qu'elles soient efficaces, nous les ferions en marchant. C'est-à-dire qu'au sein de nos équipes, on part marcher, on marche pendant 30 et 45 minutes, ce qui est très très bon, et on fait nos réunions d'équipe en marchant. Voilà. Alors, quand il pleut, c'est plus compliqué, je vous l'accorde, mais dans une grande majorité des cas, ça se passe super bien. Notre cerveau est oxygéné, on est beaucoup plus prolixe, et en plus, on combat tout à fait cette apathie post-repas. Oui. Aussi, quelque chose qu'on n'a pas parlé, c'est les notions de chronobiologie. On devrait appliquer ça dans tous les domaines, et notamment, à mon avis, là où ça devrait être tout de suite mis en place, c'est dans le domaine de l'éducation, moi, au niveau des enfants, parce que quand je vois que des enfants
sur les 2 dernières heures de cours, de 15h30 à 16h30, vont avoir un terreau d'histoire, un terreau de français, un terreau de maths. On sait très bien que d'un point de vue cognitif, c'est le moment de la journée où ils sont le moins efficaces. Les pays anglo-saxons, les pays du Nord ont décidé de travailler les matières principales le matin, les matières entre guillemets plus décontractées l'après-midi. Ça fait aussi partie de l'organisation du temps et du travail. Complètement. Et ça, faut bien se dire, si vous avez des gens qui baillent, vous savez que de toute façon, et vous en faites partie, c'est quand même pas dur à voir, qu'à 14h, c'est compliqué, et à 14h, faites pas des trucs monstrueux, faites-les le matin, quoi. Organisez-vous pour que ça aille décrescendo. Voilà, ça c'est important aussi. C'est vrai que j'ai omis de parler d'un truc important par rapport à ces différentes tâches priorisées, organisées, etc. dans une journée ou pour une journée à venir. C'est en effet cet élément hyper important qui est le fait que on a des moments qui sont plus ou moins propices pour faire certaines tâches. Par exemple, il est prouvé que on a un temps de concentration qui est beaucoup plus fort le matin que justement en fin d'après-midi. Alors, justement, dans la formation de la gestion du temps et des priorités, j'ai une slide que je montre à mes participants où je leur explique, voilà, sauf bien sûr pour les personnes qui travaillent la nuit, mais je dirais qu'on est quand même une majorité à évoquer là des métiers et des missions qui se font la journée. On a une courbe qui montre que l'heure à laquelle on est le plus capable de se concentrer et de produire vraiment de manière efficiente et efficace, c'est entre 9h et 10h où on a le pic de productivité en quelque sorte et de concentration. Et ensuite, ce pic-là, il descend au fur et à mesure de la journée pour être vraiment extrêmement ras des pâquerettes, si je puis dire, en fin de journée. Donc, c'est aussi pour cette raison que je pense que les tâches les plus casse-pieds doivent être faites en début de journée, parce que comme ça, tu es plus efficace, tu es plus concentré, tu as plus d'énergie. Allez, hop, on le fait, parce que en le faisant en fin de journée, on va être moins efficace, on risque de faire des bêtises, puisqu'on n'aime pas ça. Hein, on fait des bêtises quand on fait des choses qu'on n'aime pas. Et forcément, ça risque de devoir être refait ultérieurement, ce qui n'est pas du tout le but. Et ça devient donc du temps perdu. C'est ça. Tu vois, dans cette notion de temps, il y a des données universelles, hein, celles que tu viens de nous donner, mais après, il faut apprendre à se connaître aussi. Moi, je vais vous parler de la personne que je connais le mieux, c'est moi. Eh bien, par exemple, moi, les travaux d'ingénierie que je fais, le travail de réflexion que je le fais de 5h à 9h du matin. Et de 5h à 9h du matin, c'est une constante. Hein. Je dis toujours, mon Dieu, ces 4 heures-là, j'ai fait plus que dans toute la journée. Elles sont magiques, ces 4 heures. Et pourquoi ? Parce qu'en vérité, à ce moment-là, il n'y a personne qui peut t'appeler. Tu n'as pas de client qui t'appelle, tu n'as pas de choses comme ça. Donc, on y va comme ça. Je fais ces tâches-là, moi, qui me demandent... Alors, c'est pas quotidien, hein, mais chaque fois que j'ai des grosses ingénieries à produire, je rentre sur ces horaires-là. Et après, je fais un break. Et puis, aussitôt après, à 9h, je rentre en coaching avec mes différents clients, mes accompagnements, et ce que j'ai à faire, et mes formations en ligne, tu vois. Et cette organisation-là est très efficace, mais elle m'est propre. Donc, tu as quand même des gens qui vont aimer travailler le soir. Parce que si tu aimes travailler le soir, bah, tu as certainement une petite dimension de dopamine qui fait que bah, tu es content, puis c'est le soir qui est efficace. Je crois qu'il faut aussi apprendre à se connaître. Hein. C'est quelque chose d'important. Moi, il y a des moments, je sais où je suis le plus mauvais. Moi. C'est réellement après manger, là, jusqu'à... Le 12-30, 15 heures, là, pour moi, c'est compliqué.
Et du coup, le fait qu'on fasse les réunions d'équipe, ce qui était compliqué devient quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus productif. Donc je dirais que c'est 2 fois du temps gagné. Celui que tu gagnes et celui que tu perds pas. Voilà. Exactement. On peut additionner comme ça. Et tu allies l'utile à l'agréable, c'est plutôt chouette. C'est ça, oui, on a vraiment cette dimension-là. Est-ce que tu voudrais nous dire quelque chose de particulier pour conclure cet épisode? Très bonne question. Est-ce que on a déjà dit pas mal de choses. Je dirais oui. Bien sûr, hein, il y a appliquer certaines règles pour être plus efficient, gagner du temps, pour avoir du temps pour soi et du temps précieux pour faire ce qu'on aime, c'est très important. Le côté discipliné est très important, mais bien sûr, hein, n'oublions pas aussi de s'écouter et de s'adapter à nous-mêmes. Hein, comme tu disais très justement, certains vont être plus du matin, d'autres plus du soir, d'autres plus... Voilà, donc il faut vraiment essayer d'appliquer ces différentes théories qui sont utiles, hein, ça a été démontré, bien prioriser, bien canaliser les choses, bien faire le tri dans ce qui est nécessaire, pas nécessaire, complètement superflu, et puis des mensonges qu'on se fait à soi-même. Et puis, à partir de tout ça, ensuite, bien sûr, le gérer à sa façon, pour pas non plus, on n'est pas alarmé, quoi. Hein. L'idée, c'est quand même d'utiliser ces techniques de gestion du temps et des priorités pour profiter mieux de la vie et puis pour pouvoir dégager du temps pour soi le plus agréable possible. Très bien. Écoute, je pense que nos auditeurs auront plein de tips pour s'organiser, pour préserver leur qualité de vie et leur efficacité. J'espère qu'ils, comme nous, ils auront passé un bon moment à l'écoute de ce podcast. Oui. S'ils veulent te contacter, te retrouver, dans le descriptif de l'épisode, nous mettrons tes coordonnées et qu'ils n'hésitent pas à te solliciter, que ce soit des entreprises, des centres de formation, pour que tu puisses venir piloter pour leurs équipes ou pour leurs apprenants toutes ces dimensions d'efficacité et de priorité dans leurs tâches, dans leur travail et dans leur vie de tous les jours. Très bien, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie et à très bientôt pour un prochain épisode du podcast de la formation. À bientôt. À bientôt.